La Cité européenne des scénaristes présente... On a aussi des salles, des fois aux architectures un peu complexes. On a une salle qui est fleurie, du sol au plafond. Des fois, je me dis, tiens, alors ce film-là, dans la salle à fleurs, ça va être parfait. En fonction aussi de l'accessibilité du lieu, si c'est plus ou moins simple d'y rentrer, si c'est plus ou moins adapté aussi à la colorimétrie du film. Les cinémas et le scénario. Salut, c'est Baptiste Rambaud. Un dimanche sur 4, j'ai le plaisir de discuter avec ceux pour qui le scénario est un outil de travail. Qu'ils soient techniciens ou employés de bureau, qu'ils interviennent en pré-prod, en prod ou en post-prod, à chaque métier son rapport particulier au texte. J'ai le sentiment qu'il y a quand même de moins en moins de prise de risque du côté des publics. C'est presque comme s'ils allaient voir ce à quoi ils s'attendaient. C'est-à-dire que très vite, c'est soit il y a un film qui marche, on va être assez content, et à côté de ça, moi, il y a des films où je fais des séances à 0 spectateur, ce qui ne m'arrivait jamais avant. Eux ne travaillent pas directement avec le scénario, mais la programmation de films dans leurs établissements les amène également à se poser des questions relatives à la narration. Dans ce 22e numéro de l'émission, la parole est aux exploitants de salles de cinéma, aussi appelés exploitants tout court. Quel est leur rapport au scénario ? Je préviens juste, d'une part, que mes 5 invités du jour travaillent en particulier pour et auprès de cinéma dit art et essai. Le point de vue des gros circuits tels que CGR, UGC ou Pathé Cinéma ne sera donc pas représenté. Et d'autre part, que 2 d'entre eux ont siégé dans des commissions du CNC, dont on parlera ainsi, quitte à déborder par moments du sujet central de l'exploitation. Je les laisse se présenter et vous souhaite une bonne écoute en leur compagnie. Cette émission a été enregistrée en juin 2023. Bonjour, Luigi Magri, je suis actuellement responsable à la FEMIS de la formation professionnelle concernant les exploitants justement, et j'ai été responsable de salle pendant 20 ans. J'ai travaillé à la Cité des scénaristes pendant 8 mois exactement. Quentin Mével, je suis délégué de l'ACRIF, qui est l'association des cinémas de recherche d'Île-de-France. C'est pour le dire en 2 mots, une association de salles de cinéma art et essai qui regroupe 70 salles et dont l'idée est de soutenir des films, d'essayer d'inventer avec les salles des programmations heureuses, joyeuses, dynamiques et radicales. Bonjour, Élise Mignot, je suis la directrice du Café des Images, qui est une salle de cinéma avec 3 écrans qui est installée à Hérouville-Saint-Clair, périphérie de Caen, en Normandie, et qui est aussi un lieu multiple et hybride avec des ouvertures sur le monde et la société autour. Bonjour, je suis Sylvia Darocha, programmatrice du Zola à Villeurbanne, qui a la particularité d'organiser 3 festivals dans l'année, dont un festival de court-métrage. Ça fait une petite année. Et avant ça, j'étais directrice de salle à Lyon. Et j'ai aussi dirigé la Confédération internationale des cinémas d'art et d'essai pendant quelques années. Bonjour, Dominique Toula, je suis directeur et programmateur du cinéma de la Ferme du Buisson, qui est un lieu consacré aussi au spectacle vivant, avec également un centre d'art contemporain, et moi je m'occupe de la partie cinéma, même si tout ça est très poreux, et c'est un lieu qui est situé dans la riante Seine-et-Marne, en l'est de la non moins riante région parisienne. Merci beaucoup pour vos présentations, et là donc on va commencer avec la première question. Quel est votre rapport au scénario ? Dans le cadre d'un ancien métier que j'ai fait il y a plus de 20 ans, qui était de m'occuper de lycéens au cinéma, on avait la charge pour le CNC de faire les documents pédagogiques, donc des livrets de 30 pages, et c'est vrai qu'avec les rédacteurs en chef, notamment Emmanuel Burdeau, à l'époque, dans la partie, on va dire, plus pédagogique, on s'était interrogé sur la place du scénario en direction des enseignants et évidemment des lycéens à l'époque. Suite à ce travail-là, j'ai été sollicité par une région pour laquelle je faisais partie de la commission court-métrage et dans laquelle je devais évaluer, alors que j'en avais aucune compétence, des scénarios de court-métrage qui étaient destinés à être produits et aidés par la région. Mais là, par contre, c'était très formateur parce que j'étais entouré de gens compétents, des producteurs, des scénaristes, des réalisateurs. Et ça m'a fait le plus grand bien pour mieux comprendre et appréhender ce qu'était un scénario. Ce qu'après, j'ai investi très légèrement dans la salle de cinéma, parce que c'est pas forcément un matériau si évident que ça, en tout cas conscient. Lorsqu'on voit un film, si ce n'est lorsqu'on va à Cannes et qu'on assiste au prix du scénario et qu'on se dit tiens c'est génial, ils ont encore une fois primé le film qu'elle n'avait pas de scénario, ce qui ne veut pas dire que le film n'est pas bien d'ailleurs, mais en général c'est pas forcément le meilleur scénario. Ce qui montre l'opacité entre le film et son scénario. D'autres réponses sur votre rapport au scénario ? À titre personnel, j'ai l'impression, d'abord enfant, d'avoir vu beaucoup de films
très scénarisé, même les Indiana Jones, les James Bond, les choses comme ça. Enfin, Après, vraiment le cinéma qui m'a marqué, j'ai aimé, je crois, un cinéma qui jouait un peu contre le scénario. En tout cas, c'est comme ça que c'était un peu présenté. C'est-à-dire que l'énergie qui se passait dans le plan ne semblait pas être soumise à un cadre trop délimité par un scénario auquel il faudrait absolument répondre. Est-ce qu'on parle de la nouvelle vague ou est-ce que c'est... Par exemple, mais aussi Piala, Cassavetes, voilà, qui sont et effectivement la nouvelle vague aussi. C'est pour ça qu'à un moment donné, peut-être, et d'ailleurs souvent dans le cinéma récé, on a du coup un peu mis de côté le scénario bêtement, parce que ce qui veut rien dire, mais on va rentrer, j'imagine, plus dans le détail. Je parle de façon un peu profane. Hein. Et j'ai l'impression que j'ai été repris par le scénario. Je fais un résumé, mais très très rapide, depuis 15 ans avec les séries. Parce que là, pour le coup, la force d'une série réside vraiment dans la précision quasi documentaire du scénario, de ses personnages, et du coup au cinéma aujourd'hui, évidemment, j'aime des films très scénarisés. Quand je dis très scénarisés et pas très scénarisés, je suppose que ce que je mets dans le moins scénarisé l'est en fait beaucoup. Moi, j'ai une vraie affection pour le documentaire et d'une certaine façon, le scénario se fait plutôt au montage sur des matériaux qui peuvent être prépensés, mais pas toujours. Après, pour avoir lu des scénarios, après avoir vu les films, j'étais souvent déçue en fait. À quel titre ? Parce que j'avais l'impression à la fois de rentrer dans le cœur, comme une explication de texte, et que ça m'enlevait un peu le plaisir parfois de ce truc un peu magique quand un film nous touche, qui est un travail collectif. Et c'est le travail collectif que je trouve intéressant dans le cinéma. C'est-à-dire que oui, certes, il y a le scénario, mais un très bon scénario, une mauvaise direction de photographie ou une mauvaise direction d'acteur, ça fonctionne pas. Mon premier rapport à l'objet scénario, c'est quand j'étais gamin, en primaire. Je trouve que mon père était directeur de MJC, qui avait des ciné-clubs, et parmi les revues qu'il y avait à disposition du public, il y avait des revues comme la revue du cinéma, la revue de l'UFOLéis, enfin tous ces trucs de fédération des ciné-clubs, et la MJC était abonnée à l'avant-scène. Et en fait, je lisais des trucs de l'avant-scène cinéma, sans avoir vu les films en question, parce que j'étais vraiment minot, et en fait, c'était un rapport un peu de fantasme. En lisant ça, et je sais pas, en imaginant des trucs, il devait y avoir plein de scénarios auquel je comprenais rien, hein, j'étais gamin. Et après, un peu comme ce que disait Quentin, c'est vrai qu'au fur et à mesure du temps, j'étais plutôt dans une défiance de cette idée du film trop écrit et programmatique. Ouais. Même si par ailleurs, il y avait plein de films, notamment dans le cinéma de genre, que j'aimais et qui forcément avaient une grande précision aussi dans l'écriture. Et après, il y a eu un moment, une petite mode d'édition de scénario. Donc, j'en avais lu, je me rappelle, du scénario de Comment je me suis disputé, de Dépêchin. Enfin, il y a eu des petites éditions chez les Cahiers du cinéma d'autres éditeurs, même si après, j'ai su que parmi ces scénarios édités, certains avaient été un peu réécrits. Enfin, bon. Et puis après, plus récemment, effectivement, en ayant fait partie de commissions comme la commission d'avance sur recette avant réalisation, où là, pendant 2 ans, j'ai bouffé du scénario, je me suis rendu compte qu'en fait, une position unique, univoque là-dessus avait pas beaucoup de sens et que c'était vraiment selon les cinéastes. J'ai pu lire avant tournage un certain nombre de scénarios de films de Mathieu Amalric, je vois bien comment les choses évoluent après au tournage, et ça serait absurde de les enfermer dans un choix dès le scénario, alors qu'effectivement, il y a d'autres cinéastes qui ont un scénario extrêmement précis et qui va tout à fait correspondre à ce qu'on va voir après. Ça a été aussi par des rencontres après avec des scénaristes. J'avais été très impressionné il y a peut-être 20 ans d'une rencontre avec Jean Grouillot, où effectivement là, quand on discute avec un gars comme ça, ouais, ça fait voir un peu différemment ce métier, quoi, aussi. J'ai grandi, moi, professionnellement dans des pays un peu éloignés, où la question du cinéma, c'est surtout celle de la structuration, du développement, de construire aussi un secteur, une filière, etc. Et donc, on a, dans les différents pays où j'étais, que ce soit Indonésie, Vietnam ou après Maurice, on travaillait beaucoup les questions d'écriture, du court-métrage. Hein. Et ces questions d'écriture, bah, du coup, elles étaient entendues de manière diverse. Elles pouvaient aussi se référer à plein d'écoles ou plein de façons de faire différentes. Et dans ces ateliers, c'était à la fois différent quand on invitait des scénaristes français ou des scénaristes américains. Ou... Je pense que oui, il y a des approches qui peuvent être complètement multiples. La plus grande difficulté, c'est aussi de raccrocher à sa culture, à ce que l'on est, à ce que l'on souhaite faire. Et je me rends compte avec cette discussion aujourd'hui, avec cet enregistrement, que c'est une question que j'ai un peu mise de côté depuis que je suis en salle. Je suis pas du tout allée sous la question de l'écriture, de la place des scénaristes. Du point de vue de l'exploitant, c'est pas forcément ce qui est le plus intuitif. Et d'ailleurs, justement, c'est la question là qui arrive juste après, c'est est-ce que vous, comme on pourrait l'imaginer, vous n'arrivez qu'une fois que le film est fini, voilà, on vous le propose et vous le programmez, ou est-ce que ça vous arrive, dans le cadre de votre métier d'exploitant en particulier, d'avoir un rapport au scénario à un moment ou à un autre ? Personnellement, ça ne m'est jamais arrivé d'être sur un film avant qu'il soit fini. Moi, ça m'est arrivé une fois.
C'est dommage, je me souviens plus de ce réalisateur qui a fait un premier film, je crois qu'il n'en a pas fait d'autres. C'était donc il y a une douzaine d'années. Il avait proposé à différentes salles, et à Lyon notamment, me semble-t-il, de pouvoir faire des rencontres avec les publics sur l'étape, sur l'écriture justement de son scénario. Donc il y avait une dizaine comme ça de rencontres en France. Il soumettait lors d'une soirée, on était à peu près une cinquantaine, des images aussi qu'il avait pu filmer, de décors, les acteurs, etc. Et également le scénario. Une partie, et il dialoguait avec le public et imaginait son histoire en fonction un peu aussi de la réaction du public et de certaines observations qui pouvaient être faites. C'est vraiment la seule fois où j'ai vécu ça, et le film avait été sélectionné à l'époque à l'Acide, à Cannes, et avait eu un beau succès, en tout cas dans les salles à réessai. C'était vraiment super. Le principe du scénario, c'est d'être trahi, quoi. C'est de passer de main en main. Sylvie a parlé des monteurs. C'est tout ce travail-là. À la CRIF, on a fait au moins à 2 reprises ce que décrivait un peu Luigi, c'est-à-dire qu'on a invité des cinéastes à venir présenter en salle des éléments d'un travail en cours. Et donc Nicolas Klotz et Elisabeth Perceval, pour leur film La question humaine, sont venus dans plusieurs salles du réseau faire des lectures de leur scénario, avec Mathieu Amalric notamment, mais aussi parfois la costumière pour parler des costumes. L'idée étant d'ouvrir en salle de cinéma le moment où le travail est encore fragile. Et ça qui est intéressant, c'est que évidemment les spectateurs voient des films terminés, mais il y a un moment où ça bégaye, où ça doute, ça discute. Donc les scénarios, j'ai pu en lire et même les présenter effectivement au public. On avait fait la même chose avec François Bégodeau et Laurent Cantet autour du film Entre les murs. Okay. Là, en l'occurrence, il y avait beaucoup de travail. C'est-à-dire que le scénario, et pour avoir écrit un livre d'ailleurs avec Laurent Cantet, je sais à quel point il a un scénario très précis, mais qui est quasi intégralement réécrit avec les acteurs, mais comme il y a aussi beaucoup d'acteurs non professionnels dans ces films, donc qui réécrit... S'adapte à eux, ouais. Ouais, par exemple, dans Entre les murs, il y a beaucoup notamment de collégiens, et ils ont enregistré pendant 1 an des ateliers qui étaient pour eux une sorte de travail de préparation du film, et avec eux, on a pu aussi montrer des éléments du travail en cours de tournage. Après, par ailleurs, ouais, on a toujours quelques amis éventuellement qui nous montrent des scénarios. Après, comme Dominique, j'étais aussi à l'avance sur recette, donc j'ai eu 2 années d'intense lecture de scénarios. Très vite, moi, ce qui m'intéressait en arrivant à un endroit comme la Ferme Buisson, c'est que c'est un lieu de création en spectacle vivant, en art plastique. Et en tant que salle de cinéma, je me disais, mais comment est-ce que nous, on pourrait effectivement être aussi un lieu qui n'arrive pas que, justement, comme tu le disais, j'allais dire presque à la dernière étape. Alors, c'est pas la dernière étape, parce qu'il y en a encore d'autres après. Et de se dire en quoi on peut être utile à des cinéastes plus en amont. Et donc, il y a eu les cas dont parlait Quentin, où effectivement, pendant presque 2 ans, on a eu ce travail avec Nicolas Klotz, y compris qui a donné lieu parfois à des formes d'installation, de spectacle avant réalisation, puis après le film. Bégodeau et Cantet aussi. Et puis, on a continué à le faire assez régulièrement, notamment dans le cadre d'un festival qui a eu lieu pendant pas mal d'années à la Ferme, qui était autour de la bande dessinée, où tous les ans, je recevais des auteurs qui étaient au travail, et parfois en état une étape qui pouvait être le montage, et notamment sur le cinéma d'animation, mais aussi parfois plus en amont. Vraiment sur l'étape de pré-production, d'écriture, et qui venait rendre compte des étapes, enfin de là où ils en étaient. On a beaucoup travaillé sur la question de l'adaptation, et ça c'est aussi, on va y revenir certainement, par contre quelque chose qu'on utilise beaucoup aussi dans tout le travail pédagogique. Donc Luigi faisait référence à lycéens et apprentis au cinéma, ou dans le collège au cinéma. C'est vrai que c'est vraiment un objet, la question de l'adaptation, et d'avoir des étapes comme ça devient très intéressant à travailler avec des jeunes gens et les mettre eux aussi à l'écriture. Donc oui, ça m'est arrivé, et ça m'arrive encore, puisqu'on accompagne par exemple une réalisatrice qui s'appelle Judith Davis, qui avait fait il y a quelques années Tout ce qu'il me reste de la Révolution, qui est aussi quelqu'un qui fait partie d'un collectif de théâtre qui s'appelle L'Avantage du Doute. Elle est actuellement, au moment où on se parle, en tournage. On l'accompagne, on était à un lieu où elle est venue travailler sur des étapes de préparation au tournage, et on va continuer à la retrouver tout au long du montage jusqu'à la sortie du film. Et là, depuis peu, je peux le dire parce que maintenant c'est officiel, c'est pareil, on est partenaire sur l'écriture du prochain long métrage de David Chou, qui a obtenu une résidence d'écriture à la Villa Albertine aux États-Unis, et dont la Ferme sera partenaire. Donc on va se retrouver sur un long temps. Ça aussi, c'est assez pédagogique pour les publics, parce que toutes et tous ici, on vit presque au quotidien la vitesse de rotation des films, la durée de vie de plus en plus courte, et la violence du marché du cinéma quand il sort en salle. Comme si un film, au bout de 15 jours, il commence à devenir vieillard Kakoshi, et au bout d'un mois, on fête son enterrement, quoi. Et là, à un moment de dire aussi au public, ben non, mais la vie d'un film, elle est longue, elle peut être parfois même très longue, il y a tout ce travail en amont qui passe aussi sur des questions d'écriture. Je trouve que c'est vraiment intéressant qu'on puisse s'en saisir. Effectivement, on n'a pas un lien naturel au scénario, en tout cas, il nous est pas amené comme ça, donc c'est vrai que c'est plutôt par des chemins de traverse qu'on y arrive. Alors,
un peu de façon évidente. On y arrive aussi parce qu'on reçoit des cinéastes qui sont souvent des auteurs, des autrices eux-mêmes, donc qui parlent énormément de l'écriture, de leur scénario, etc. Mais ils en sont déjà dans une étape aussi, un autre endroit de leur création, de leur film. Et puis après, le scénario, on le recroise. Tu as évoqué, je crois, Quentin, l'adaptation littéraire, quand il nous arrive d'inviter à la fois un auteur ou une autrice du roman qui a fait l'objet d'une adaptation par le réalisateur, la réalisatrice qui est là. Ça permet aussi d'engager vraiment la discussion sur le cœur. Et ensuite, c'est beaucoup plus présent dans l'action culturelle, donc toute cette sphère invisible de travail que mènent les salles de cinéma. Moi, ça me donne très envie, là, la journée d'aujourd'hui, de replacer en tout cas le scénario comme... il y a des festivals qui le font beaucoup aussi, je pense aux lectures de scénarios haute voix, des choses comme ça. C'est vrai que c'est des choses qu'on fait assez peu, ou des écoutes de lecture aussi. Il y a aussi cette approche sonore qui peut être assez chouette. Quand on fait de la médiation, on est beaucoup sur l'analyse, etc. Et les enfants, les jeunes, ils veulent faire des films. Et en fait, ils ont l'impression qu'en ayant du matériel, ils peuvent arriver à faire des films. Sauf qu'ils comprennent pas du tout le processus, ils travaillent à l'intuition. C'est vrai que de pouvoir recréer un dialogue avec les publics sur tous les corps de métier. Il y a des choses qui sont faites autour du son, il y a des ateliers qui peuvent exister autour du montage, etc. Mais sur l'écriture de scénarios, comment on raconte des histoires, quand j'étais au Aubervilliers, je sais que ça se faisait aussi autour de la BD, ce genre de choses, mais pas autour du cinéma. J'ai souvent entendu dire que les scénarios en France étaient assez mauvais, c'était un peu les retours de certains publics. Je me dis, peut-être qu'il faudrait... Peut-être que la première marche, c'est celle-ci, C'est finalement. celle-ci, ouais, déjà créer ce dialogue entre le public et les scénaristes, et puis même pour nous, je pense que ce serait un peu plus sympa quand même, ça changerait notre mode de travail au quotidien, ouais. Café des images, Zola, La Ferme, et puis les salles qu'animent ou avec lesquelles travaillent Luigi et Quentin, ce sont des salles qui sont aussi des lieux qu'on anime, des lieux de vie et donc des lieux de rencontre. Alors les rencontres entre les publics, les rencontres entre les équipes qui travaillent là et les publics, mais aussi effectivement des professionnels qu'on reçoit. Et c'est vrai que c'est très souvent les cinéastes qu'on reçoit. Alors il se trouve qu'en France, il y a quand même une grande partie des cinéastes qui sont scénaristes ou co-scénaristes de leurs films. Donc d'une certaine façon, quand on invite un ou une cinéaste, on invite en même temps, très souvent, un ou une scénariste. Et donc après, dans la discussion, moi c'est vrai que j'utilise pas tellement le mot scénario, on parle d'écriture, mais finalement, et on peut parler de, tout en parlant d'écriture, de parler aussi bien du scénario que du montage et de mise en scène. Mais ça m'est pas arrivé très souvent, effectivement, d'inviter ou de recevoir des scénaristes de manière un peu... Et je l'ai beaucoup fait sur le cinéma d'animation pour les raisons de projet qu'on avait à la ferme du Buisson. Il faut dire aussi une chose, mais peut-être ça anticipe sur des questions à venir, c'est que nous, nos interlocuteurs, en règle générale, hormis les personnes qu'on peut connaître personnellement, nos interlocuteurs pour faire venir des équipes de films sont les distributeurs et eux-mêmes. Moi, quand je les interroge parfois pour dire, tiens, ils me disent, une telle ou un tel n'est pas disponible pour venir. Du coup, c'est comme s'il n'y avait pas de rencontre possible. Alors qu'en fait, moi, ça m'est arrivé de leur dire, moi, j'aimerais bien inviter le compositeur ou la compositrice, le monteur ou la monteuse, et des scénaristes. Mais en fait, très souvent, eux ont pas, c'est pas leurs interlocuteurs, c'est distributeurs. Donc, si nous, on les connaît pas, sinon, faut passer par la prod qui, parfois, a autre chose à foutre. Enfin, sûrement, d'ailleurs. Et en fait, nous-mêmes, on n'est pas tellement en rapport aussi avec ces autres corps de métier. Et les quelques fois où je l'ai fait, je pense particulièrement aussi à la question de la composition, qui est aussi un champ pas très... Mais ils sont auteurs aussi. Mais voilà, c'est quand même des gens qui sont des auteurs et autrices reconnus comme tels et assez peu valorisés aussi. Et les fois où je l'ai fait, les publics étaient hyper avides de questions, de plein de choses à demander, qu'on a fait pareil avec des monteuses et des scénaristes. Quelquefois, ça m'est arrivé, c'était vraiment intéressant avec Jean-Louis Milesi, qui est scénariste, qui a été notamment scénariste de Joseph, mais aussi de pas mal de films de Guédiguian. Voilà, parce qu'on se connaît bien depuis longtemps, il est aussi réalisateur. On avait exposé des passages du scénario de Joseph, etc. Mais voilà, c'est aussi à la fois peut-être de notre part un manque de réflexe ou de vouloir inviter ces gens-là, mais aussi la difficulté d'être en relation avec ces corps de métier, parce que les distributeurs, je dis, ils font déplacer les cinéastes et les acteurs et actrices, et puis basta, quoi. Qu'est-ce qui destine un film à la salle de cinéma en particulier, en tant que support, je veux dire, versus, je sais pas, la télévision, des plateformes, et est-ce que ça tient de son scénario en partie ou pas, à votre avis? C'est peut-être son unicité, moi je trouve, son unicité, son originalité. Bon, on a beaucoup parlé ces derniers temps, et on va en parler encore un moment, je pense, de la question du prototype, du film comme prototype. Ouais. Donc effectivement, je pense que les salles, et notamment les salles pour lesquelles on travaille ici, sont vraiment celles qui s'engagent sur ces questions d'unicité de l'œuvre. Pour moi, c'est ça qui les destine au cinéma, tout en considérant, pour ma part, que nos écrans sont ouverts à toute forme aussi. Moi, je dirige plus de salle. J'ai la chance aujourd'hui d'être un spectateur lambda, ce qui n'est pas le cas quand tu programmes une salle. Tu as toujours des biais qui viennent te dire « Oui, mais alors ça, je vais le programmer quand, comment, pour qui, etc. »
Et moi, c'est la mise en scène, c'est clair et net, quoi. C'est pas autre chose qui détermine mon rapport au cinéma. Après, effectivement, le scénario, ça raconte quand même une histoire, faudrait pas qu'on l'oublie, donc ça a son importance. Et puis peut-être de plus en plus, avec l'âge, la caractérisation des personnages. C'est-à-dire que pendant un moment, c'était pas trop mon souci. Il faut dire que le cinéma français me proposait toujours à peu près les mêmes personnages, donc je m'étais un peu lassé de voir des gens déprimés dans le 16e. Je cherchais un livre entre Blanchot et Kierkegaard. J'aime la fulgurance et j'aime ce qu'a dit Elie, c'est-à-dire la liberté finalement. C'est ce geste cinématographique qui veut rien dire en même temps, mais qu'on sent, qui est là, qui est pas emprisonné et qui s'approprie le scénario et qui le transforme. Donc après, savoir si le scénario à la base est déterminant dans le choix de programmation, puisque c'est un peu la question que tu poses, je pense qu'il est consubstantiel à la mise en scène. Mais il n'en demeure pas moins que lorsque tu lis certains scénarios ou quand tu lis certains romans, je pense notamment à Laurent Mauvigné par exemple, on sent que c'est visuel. On a souvent le réflexe de dire c'est visuel, quoi. Et il y a quelque chose qui se passe. Le définir plus précisément, moi j'en suis incapable, hein. Je suis pas structuraliste, mais ouais, c'est vraiment la mise en scène. Là, je suis allé voir ce week-end, par exemple, Dernière nuit à Milan. Il y a plein d'incohérences scénaristiques. Alors pour le coup, c'est assez génial pour ça, c'est que ça tient pas la route à ce niveau-là. Mais par contre, d'un point de vue de mise en scène, c'est incroyable. Ça se passe dans un tunnel sur l'autoroute pendant 1 heure. Et c'est génialement filmé, quoi. Ouais, en fait, il y a un peu, si je me rappelle ta question, c'était il y a 1 heure à peu près que tu l'as posée. Je crois qu'il y a un peu 2 questions, parce qu'il y a à la fois qu'est-ce qui pourrait dire ce film-là est fait pour le cinéma et celui-ci plutôt pour autre chose. Et par ailleurs, la question pour nous du scénario dans le choix de programmer tel ou tel film. Ouais. À la première question, j'ai beaucoup de mal à répondre à ça, parce que c'est vrai que pendant très longtemps, on avait un peu ce truc pour dire qu'un film est un mauvais film de cinéma. On dit, bah, c'est fait pour la télé. Ce qui m'a toujours un peu gêné, parce qu'en vrai, il y a toujours eu au sein de la télé des espaces de création parfois absolument formidables. Par exemple, la fiction d'Arte avec quelqu'un comme Pierre Chevalier, où il y a eu pour moi, cette question-là qui n'était pas encore aussi à la mode, entre guillemets, qu'aujourd'hui, parce qu'on voyait moins les séries américaines, ou en tout cas, c'était un peu autre que ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, dès qu'un cinéaste faisait un film pour la télé, ça paraissait hyper bizarre, du genre... presque dévalorisant pour lui, à tel point que d'ailleurs qu'il y avait des cinéastes qui, tout en faisant ces films pour Arte, voulaient tout de même qu'ils sortent au cinéma. Il fallait quand même revenir à la salle comme un truc vraiment de caution, un peu sacré. Voilà, je pense qu'il peut y avoir des très bonnes choses à la télé, comme il y en a de très mauvaises au cinéma. Mais je pense aussi, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, la question de la mise en scène, effectivement, mais c'est surtout pour moi la question de la place qu'on donne aux spectateurs et aux spectatrices. Alors, Luigi a lâché le mot consubstantiel, déjà, ça c'est déjà un bon point. Et ensuite, Quentin a dit André Labarthe, et c'est vrai que moi je cite très souvent face au public qui viennent à la ferme, cette phrase que j'aime beaucoup de Labarthe qui disait « J'ai pas besoin d'un film qui a pas besoin de moi, en tant que spectateur ». Et je trouve ça hyper intéressant, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des films, et pour moi qu'ils soient télé, cinéma, voire même dans des espaces d'exposition ou autres, dont on sent qu'ils ont besoin de nous, qu'on travaille avec, qu'on nous implique dedans d'une manière ou d'une autre. Et des films où vraiment on a l'impression qu'on s'en fout de nous, enfin que ça peut être très jouissif à un moment où on le voit, pas désagréable, mais vous savez, comme des gens parfois pour dire du bien d'un film disent « Ah, j'ai pas vu le temps passer » ou « Ça m'a fait passer un bon moment ». Enfin, moi j'irais presque l'inverse, j'aime bien sentir le temps passer parce que je sens que j'ai un boulot à faire comme spectateur. Un film trop lisible nous intéresse moins, et lisible, ce serait justement où il y aurait que le scénario qui serait là. Ça rejoint ce que tu disais de la mise en scène, c'est peut-être ça. En tout cas, pour moi, c'est sûr que c'est pas le sujet. Parce que j'ai le sentiment que tout a été dit, que c'est la façon dont on nous raconte les histoires. Et le langage cinématographique a ça d'exceptionnel, de pouvoir être traversé par des arts très différents. Alors, je vois le rapport du public au film, parce que la première chose qu'il veut savoir, c'est le synopsis. Qui veut savoir de quoi on parle. Le pitch, ouais. Après, ils veulent savoir si le film a été réalisé par tel et tel cinéaste. Et en fonction du type de spectateur, si éventuellement il a eu un prix dans le festival. Donc on voit bien que les premières approches du public, en tout cas dans le quotidien, du côté commercial qu'a une salle de cinéma aussi, de ce public élargi, on veut d'abord savoir de quoi ça parle. Mais moi je suis comme Luigi, c'est-à-dire qu'en tant que spectatrice, il faut que je sois surprise ou que j'apprenne quelque chose. Il faut que le temps passe, effectivement. Parce que si les temps passent très vite, il est possible que le film aussi passe très vite dans ma tête. Et dans la façon dont on nous propose des films, parfois j'ai le sentiment de comprendre déjà à ce moment-là si le film est fait pour la télévision ou pour le cinéma, un peu comme tu l'expliquais, c'est-à-dire si on se fiche du spectateur ou pas. C'est-à-dire qu'on est là pour proposer quelque chose, parce que le sujet pourrait être important, parce qu'il faut en parler, comme si ça suffisait en fait pour que le film soit montré. Et ça ne suffit pas en fait, il suffit pas d'avoir un truc important à dire pour savoir le dire pour un public de cinéma. T'as dit un mot, c'est le mot sujet.
Il se trouve que je termine depuis 2 ans de siéger au sein d'une commission au CNC, qui est une commission de soutien au scénario, la commission d'aide à l'écriture et à la réécriture de premiers longs métrages. C'est un peu long à dire. Et il y a une chose qui m'a beaucoup frappé, alors je ne vais pas me baser là-dessus pour dire que c'est complètement représentatif de l'évolution du cinéma, mais c'est le nombre de films à sujet. C'est-à-dire vraiment à sujet, à thème, à message. Énormément. Alors on n'arrive pas toujours à savoir si c'est sincère ou opportuniste, mais beaucoup de films sur des sujets liés à des sujets d'actualité. Donc, il y a un moment dans une commission où vous lisez 10 scénarios autour de l'inceste ou des violences conjugales, qui sont des sujets évidemment extrêmement importants. Mais en fait, il y a un moment, ça devient presque que ça. C'est une logique de marché presque. On s'est dit, c'est ce que le public voudrait. Alors, j'arrive pas à savoir s'il y a ce côté cynique ou opportuniste ou si c'est parce qu'on est imprégné de la société. Et ça, les auteurs, les autrices vont pas se couper de la société. Et puis peut-être aussi parce que c'est des sujets qui ont été mis sous le boisseau pendant très longtemps. Mais c'est vrai qu'il y a la question du sujet comme si c'était ça l'enjeu unique, principal du film. Donc faire film à débat, film à sujet, film sociétal. La question c'est où est effectivement la mise en scène, où est l'écriture là-dedans. Parce qu'effectivement s'il s'agit de faire un film qui serait suivi d'un débat façon dossier de l'écran il y a 30 ans. Et par ailleurs c'est vrai qu'on en voit beaucoup qui sortent au cinéma qui sont vraiment des films sur des sujets. C'est par exemple la force, je trouve, du film Valérie Donzelli, L'amour et les forêts, où à la fois le sujet évidemment est extrêmement fort et puissant et nécessaire, et en même temps il y a des vrais enjeux de mise en scène, c'est une vraie œuvre de cinéma, on aime ou on n'aime pas, peu importe, mais en tout cas il y a une cinéaste, il y a un travail de cinéma. Et ça c'est un constat qu'on peut faire depuis longtemps, et avec Quentin... Lorsqu'on travaillait autour d'Éric Judor, de la comédie tout simplement, on s'aperçoit très rapidement que dans le champ de la comédie française, en tout cas contemporaine, il y a longtemps qu'on n'a plus Tati, qu'on n'a plus ces cinéastes-là. C'est-à-dire que même si Tati pouvait parler de la société contemporaine de son époque et en être très très critique, ça passait par une forme tellement extraordinaire. La comédie française et les cahiers du cinéma ont pondu des milliards de textes là-dessus. C'est du social, mais de bas étage. Et ça rejoint ce que tu viens de dire, c'est-à-dire la question du sujet. Personnellement, je sais que j'ai toujours essayé de proposer du non-sens aussi dans le travail d'exploitant, c'est-à-dire à un moment donné de tomber là-dedans. En plus, en banlieue, c'est très facile, c'est-à-dire en étant en Seine-Saint-Denis, les sujets sociétaux, on va dire, graves, il y a ce qu'il faut. Donc on essaie de sortir un petit peu le public aussi de ce rapport-là. Et je me souviens de l'après-midi qu'on avait fait avec Judor, ça avait été assez extraordinaire, mais il y avait plutôt des ados. C'est-à-dire que les adultes avaient un peu manifesté une sorte de réticence en disant que c'est pas pour nous, ou ils ne connaissaient pas, ou alors j'avais mal fait aussi mon travail de médiation auprès des publics, parce que c'est très délicat d'emmener des spectateurs sur des terrains, on va dire, qu'ils perçoivent comme inconfortables. Et c'est aussi notre travail. Le burlesque, par exemple, français, dans les commissions comme celle dont tu t'occupes, ou celle qui est en région, n'a pas lieu d'être le plus souvent. C'est comme le cinéma. Alors un cinéma de genre a un peu plus sa place aujourd'hui. Voilà, ça bouge quand même pas mal, bouge le un cinéma peu. de genre. À travers Judor, ce qu'on aimait avant tout dans la comédie en général, qu'on défendait beaucoup, un certain nombre de salles là, de la CRIF, mais c'était aussi l'idiotie. C'est la bêtise, c'est Jim Carrey aux États-Unis et c'est Judor et d'autres en France. Le truc, c'est que le cinéma est un art bourgeois en France. Enfin, ça reste des littéraires ou intellectuels, comme tu disais. Donc, du coup, il y a quelque chose d'une sorte de mépris un peu pour la comédie d'une façon générale, enfin, qui est pas tellement prise au sérieux. Par exemple, en dehors de quelques Tati ou Pierre Richard ou des... À l'avance sur recette, il n'y a pas tellement de comédies. C'est méprisé, ça dépend par qui. Parce que en même temps, les plus gros budgets de production et l'occupation des écrans en France sont les comédies. Mais c'est peut-être pas celle à laquelle tu penses. Tu vois, c'est pas forcément Judor. Dire que c'est méprisé, peut-être par un public, notamment du cinéma essai, qui va un peu regarder de haut quand on passe dans nos salles des films comme des films de la galaxie de Joe D'Apato ou des frères Farrelly. Effectivement, moi, il valait mieux que je passe un film hongrois de 3h15 sous-titré en japonais. J'avais plus de monde que en passant Funny People ou Super Grave. Jusqu'à peut-être il y a peu et encore. Et dans les journaux, il y a eu une attention portée à la comédie qu'assez récemment, et pas tant que ça, hein. Enfin, c'est quand même Jude Apatow et les frères Farrelly, c'est le début des années 2000, disons, où il y a eu Jackie Goldberg aux Un Rock. Et après, un peu Emmanuel Burdeau au Cahier. Après, on a aussi eu des films d'auteurs qui ont eu de Palme d'Or récemment. Les deux derniers Ruben Östlund qui ont eu tous les deux une Palme d'Or, qui étaient deux comédies. C'est vrai que c'est pas un cas qu'on a souvent, mais dans le cinéma d'auteur, c'est aussi des choses qui arrivent. On est moins dans le burlesque, on va dire grand public, et plus dans un burlesque un peu plus de cinéma de Cannes, quoi. Je vous inviterai à ce sujet-là à lire un livre qui va sortir dans les prochaines semaines, prochains mois, d'entretien avec des cinéastes français sur la comédie, qui est coédité par la CRIF. Tu citais Dupieux, Luigi, effectivement, Perret Jatko. Il y a des tonalités, Zadi, Forja, enfin, il y a des tonnes
tonalités très différentes. Et je trouve que c'est un travail par contre de scénario assez monstrueux, c'est pour ça que j'en parlais aussi. Et c'est dommage, comme le soulignait Quentin, que dans des commissions, on va dire publiques, qu'elles soient nationales ou régionales, dès qu'on est sur ce registre-là, en général, on est assez rapidement écarté. On sent, même s'il y avait des choses que vous évoquez là qui étaient figées, qu'il y a des nouvelles générations qui arrivent avec justement plus de femmes au scénario, plus de regards différents qui nous viennent aussi d'ailleurs, d'autres points de vue sociaux ou culturels, de mondes culturels un peu différents. Mais c'est valable pour l'ensemble des œuvres qui sont produites. Je pense à Maïmouna Doucouré, je pense à Enfin, c'est des histoires que moi, personnellement, en tant que public, j'attendais beaucoup. Je trouve que c'est assez génial qu'on puisse proposer, en tout cas, moi, dans ma salle, j'y veille vraiment beaucoup, des histoires sur lesquelles puisse s'identifier tout type de personne, quel que soit son âge, son sexe, son origine culturelle. Je voudrais pas me faire l'avocat du diable, on parle beaucoup de la comédie, ça pourrait être d'autres cinémas de genre, mais la réalité de ce que j'ai vécu, que ce soit l'avance sur recette avant réalisation ou là, l'aide à l'écriture, c'est qu'en même temps, les scénarios que j'ai pu lire de genre, il y en avait un paquet qui était vraiment mauvais proportionnellement plus que sur d'autres formes, c'est-à-dire qui ont du mal à digérer ou qui ne digèrent pas du tout l'influence notamment du cinéma anglo-saxon et plus particulièrement des États-Unis. L'une de vous tout à l'heure parlait de la singularité, de la personnalité qu'on peut avoir en règle générale. Dès l'écriture, on voit s'il y a quelque chose ou pas. Et c'est vrai que peut-être c'est aussi pour ça qu'il y en a peut-être moins qui sont soutenus. Peut-être qu'il va falloir un peu de temps pour réintégrer cette écriture-là. Antonin Perret-Jadot m'a souvent dit que ses scénarios étaient mal reçus à l'avance sur recette parce que lui, il est dans l'univers du gag. Il dit un gag à l'écrit, c'est nul. Enfin, c'est-à-dire qu'il faudrait pouvoir montrer. Si on dit il glisse sur une peau de banane, ça a l'air d'être quand même très basique. Mais sauf que chez lui, ça prend une dimension burlesque comme on l'avait pas vu depuis Pierre Richard ou Jerry Lewis. En France, c'est le scénario qui est le centre du financement. D'autant plus quand on propose des premières œuvres, on n'a même pas de référence sur ce qui a été fait avant par les cinéastes, c'est assez complexe. Mais c'est aussi que les gens qui sont dans les commissions sont des gens d'un certain milieu, il y a une espèce de goût commun. Il y a Merci. Merci Non, pour mais Dominique. Mais toi aussi, tu en as été. Non mais j'y étais aussi. Non mais je Il y a ton vois chauffeur bien. Uber qui t'attend pour te ramener dans le 16e, là, je te rappelle. Voilà. Les scénaristes, je crois que souvent ils disent pour s'amuser, j'écris pour l'avance sur recette. Enfin, il y a un scénario pour l'avance sur recette, et puis après il y a le scénario qui va être tourné face au truc. Je sais pas ce que ça recouvre comme l'expérience réalité. Catherine Corsini montre que c'est peut-être pas une bonne idée de ne pas tout mettre dans le scénario qui passe à l'avance. Mais ça, avant même les commissions, c'est un truc de production. Enfin, t'as des producteurs et des productrices avant d'arriver à une commission qui, eux, vont un peu insister sur ces trucs à sujet potentiellement à la mort. Alors, je dis pas que tu fais forcément un carton avec un film sur l'inceste. Mais bon, je sais pas si c'est une histoire de commission. En plus, c'est un peu difficile de présupposer parce que c'est quand même tellement aussi dépendant des gens qui sont là et des gens qui sont là ce jour-là. Parfois, moi j'ai vu des projets rejetés à une voix et repassant une autre fois avec plus exactement les mêmes personnes, le même projet à peine réécrit passe. Enfin, c'est à la fois beau et affreux, quoi. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la commission. On va l'appeler, ça va être les commissions et le scénario en fait. Non mais en vrai c'est intéressant. Est-ce qu'on peut parler du montage maintenant? Et souvent les spectateurs nous interrogent, les spectatrices, sur pourquoi vous avez pris tel film ou comment vous faites. Déjà, il faut quand même dire un truc, enfin je veux pas parler à la place des collègues qui sont là, mais on ne passe pas que des films qu'on aime. On ne choisit pas que selon ses propres goûts, et la réalité c'est qu'il y en a très nombreuses à passer aussi les mêmes films, même dans le cinéma indépendant. Donc la question de ce qu'on choisit un film par rapport au scénario, moi sur une année, je dois diffuser à peu près entre 150 170 longs métrages hors répertoire et hors film scolaire. Sur combien d'écrans 2. Il en sort dans les 700, 750 chaque année, donc forcément on fait tous et toutes des choix, et qui ne sont pas que sur les goûts. Donc effectivement, il y a des films que je diffuse, dont certainement je trouve que c'est trop écrit, que c'est trop, etc., et que j'aime pas et que je passe quand même. Notre critère, effectivement, va pas être forcément l'histoire. D'ailleurs, je pense que nos spectateurs nous parlent plus d'histoire que de scénario. Si vous choisissez donc de programmer un film, quels aspects de son histoire, on va dire, ou de sa narration, présagent quelles conditions de programmation? Ça dépend déjà du nombre de salles que tu as, ça dépend de Ouais. d'où est ta salle, où elle est implantée. Est-ce que tu fais de la sortie nationale? Parce que par exemple, si tu prends un film en sortie nationale, tu te poses pas la question de combien de fois tu vas le passer, à quelle heure. Tu le passes au maximum. Ouais. Qui est exigé par Ouais, le distributeur. Par le distributeur, ouais. Et il y a tellement de considérations à prendre en compte sur la programmation. Effectivement, le fait que tu penses à ton public, tu penses à ton marché aussi. C'est-à-dire que si tu as une concurrence juste en face et que tu veux te démarquer, faire d'autres propositions, mais qu'il faut quand même que tu payes les salaires à la fin du mois. Ça compte quand même beaucoup, et on l'oublie, on reste quand même des commerçants. Ouais. Sinon, en fait, on se mettrait juste tous autour d'un écran entre copains à regarder les films qu'on a envie de voir, en fait. Par exemple, moi, je travaille avec des films à partir
partir de la 3e, 4e semaine. Et puis j'ai qu'un seul écran. J'ai la chance de pouvoir sélectionner au plus serré. Ok. La chance ou pas, parce que parfois il n'y a pas grand chose à mettre sur les écrans et il faut quand même les remplir. Même quand il y a 15 films par semaine. Même quand il y a 15 films par semaine, des fois il n'y a rien à mettre. En tout cas rien qui nous inspire vraiment. Et parfois il faut faire des choix qui sont complexes parce qu'il y a trop de choses en même temps. Et après, effectivement, en fonction du genre et de la durée, c'est peut-être sur les horaires. Sur une programmation comme la mienne, par exemple, où je programme au mois, mais du coup, je prends les films sur une semaine seulement. Mais là, il faut que je fasse attention aux horaires. C'est un peu terrible de dire ça, mais nous aussi, on met les films dans des boîtes. C'est-à-dire qu'il y a le film pour le petit vieux, donc ça sert à rien de le passer à 22h30. Ouais. Il y a les films de genre, c'est sûr que c'est plutôt des films qu'on va passer le soir. Enfin, on travaille tout ça. Après, c'est un peu le piège. C'est qu'il faut aussi qu'on fasse attention à ne pas fermer les films dans des boîtes et les publics dans des boîtes. Ouais, la case du dimanche matin pour les petits, la case de machin. Ouais. Mais après, quand Disney demande 5 séances par jour jusqu'à 22h30 pour des films qui font 2h30 à partir de 3 ans, bon, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué. C'est intéressant de le dire. Il y a aussi une contrainte qu'on connaît pas forcément, qui est la contrainte commerciale du distributeur aussi, pas que la contrainte commerciale du public. Il y a aussi le distributeur qui impose du coup des conditions de diffusion. En fonction du potentiel économique du film. Parce qu'il y en a qui n'imposent rien, ils demandent. Et ils ont besoin des exploitants. Ce que tu décrivais, les choix, les durées, etc., c'est pas forcément ce qui va jouer. Moi, dans la conception de la programmation que j'aurai dans la salle, c'est aussi qu'elle soit pas incarnée par une seule personne. Ça, j'essaie de lutter contre cette idée-là et qu'au contraire, elle fasse un peu œuvre collective et qu'on puisse au maximum impliquer d'autres parties prenantes dans le choix des films qui vont apparaître sur les écrans. Tout ça va se faire dans des équilibres extrêmement complexes qui mélangent plein de données et aussi en lien avec un projet culturel. Donc effectivement, on va trouver plutôt des chemins, des enjeux qui vont se dessiner, plutôt que clairement dire telle chose, je la mets à tel endroit, à tel moment. Mais par contre, ça peut se lire plutôt sur un long laps de temps. C'est peut-être les dialogues qu'il peut y avoir entre les films eux-mêmes, entre eux, la cohérence sur du long terme, qu'on va tracer une ligne et qu'on va voir une ligne un peu éditoriale apparaître. Ok, je peux me donner un exemple, par exemple un cas de figure là, qui te vient sur un choix de programmation comme ça qui a été collectif ou qui a été en relation avec ce qu'il y avait autour. Je peux te parler d'un type de programmation qu'on a qui s'appelle capture d'écran par exemple, où c'est justement quand des jeunes gens viennent nous solliciter, en général des étudiants, sur des envies de programmer. On a ce format qui permet de les accompagner à faire ce travail de programmation, aller jusqu'à justement discuter la séance avec le distributeur eux-mêmes ou elles-mêmes pour vraiment être complètement dans l'organisation de ce temps-là, de ce moment-là. Des fois, ça engage des sorties ou pas de films. Ça va parfois confirmer un choix ou l'infirmer. On a aussi des salles, des fois aux architectures un peu complexes. Nous, c'est le cas. Et aux architectures assez marquées. On a une salle qui est fleurie, du sol au plafond. Des fois, je me dis, tiens, alors ce film-là, dans la salle à fleurs, Midsommar. ça va être parfait. Ouais. Et donc, des fois, on réfléchit aussi l'enjeu des personnes dont on imagine qu'elles pourraient venir, en fonction aussi de l'accessibilité du lieu. Si c'est plus ou moins simple d'y rentrer, si c'est plus ou moins adapté aussi à la colorimétrie du film. Ah, ok, mais c'est intéressant. Il n'y a pas cette réflexion-là dans les grands circuits où toutes les salles se ressemblent, quoi. La programmation, c'est faire avec des contraintes. Il y a des contraintes subies et des contraintes choisies. Dans les contraintes subies, c'est l'endroit où on est, la sociologie, la ville, la concurrence. Et les contraintes choisies, c'est ce qu'appelait Élise le projet culturel aussi, éducatif, artistique. Si tous les trois on faisait des chaises musicales, on ne va pas forcément... je ferais peut-être pas la même chose au Zola que je fais à la ferme et vice-versa, ou au Café des Images, ou quand Luigi était à Tremblay en France ou à Châteauroux, parce que je connais la bio par cœur de Luigi. Enfin, d'un endroit à un autre, on aura des points communs dans ce qui nous rassemble nous ici, parce qu'on est salle indépendante, art et essai, recherche, donc avec plein de points communs, mais aussi des particularités qui sont aussi celles du lieu. Et puis les contraintes choisies, on peut ne pas être classé RSC, on peut très bien décider de ne plus passer ou beaucoup moins les films en VO, de cinématographie étrangère peu diffusée, etc. Mais si on décide de le faire, c'est aussi un axe et un choix. Si on est une salle qui fait partie du réseau Repas Cinéma, qui soutient des salles qui consacrent une 20% de leurs séances à des films européens non nationaux, c'est une vraie contrainte, mais on l'a choisi aussi. Alors certes, ça donne des soutiens pour permettre de le faire. Et puis ça peut être des tas d'autres choses. Moi, ça fait maintenant à peu près 5 ans que j'ai décidé d'intégrer cette dimension-là dans les choix de programmation. En gros, c'est entre les cinéastes femmes et les cinéastes hommes. Je me rends compte que depuis que j'ai cette attention-là, le nombre de films réalisés par des femmes a augmenté dans ma salle. Alors par contre, il n'y a pas de repères nationaux, donc je peux pas dire si mais 20 et quelques % de films programmés réalisés par des femmes, c'est en dessous ou au-dessus de la moyenne des films qui sortent en France. En tout cas, il y a une prise en compte. Voilà, pour moi, je crois pas que ce soit tellement la question du scénario, de l'histoire, voire même de la narration, qui a en tout cas consciemment fasse partie des choix quand je vais choisir tel ou tel film.
Dans les motivations des publics, ça, peut-être qu'effectivement, des gens vont se dire, moi, je vais venir voir pour voir telle histoire, mais ils ne disent pas toujours pourquoi ils viennent au cinéma, donc on ne sait pas tu vas toujours le faire quels pour sont. le film de Noël, quoi. Tu vas éviter de prendre un sacre à la tronçonneuse. Ou alors, justement, c'est de jouer la contre-programmation, pourquoi pas. Il y a quand même beaucoup d'inconscient dans ce qu'on fait. Après, on a des automatismes aussi. Quand je programmais des films, je faisais confiance à l'intelligence des publics, si tu veux. Alors évidemment, ça m'a valu des déceptions, mais aussi beaucoup de satisfaction. Et la satisfaction, c'est pas forcément le nombre. Alors évidemment, tu l'as rappelé, il y a aussi une histoire financière, de recettes, et nos salles, entre guillemets, quand on cherche à avoir des subventions, c'est pas juste parce qu'on veut avoir des subventions, c'est parce que justement, on peut faire ce travail qui est de prendre des risques individuels, collectifs avec une équipe et avec les spectateurs. Plus tu crois connaître tes spectateurs, et finalement, moi je trouve que plus la part de risque elle grandit, c'est-à-dire qu'il peut y avoir aussi parfois des surprises. Le travail de médiation rentre aussi là-dedans. Je me souviens quand je suis arrivé en Île-de-France, je connaissais la CRIF depuis mon trou à Châteauroux, où d'ailleurs je me plaisais énormément. C'est la ville qui écoute le plus ce podcast, fais gaffe. Il paraît qu'il y a des pics de fréquentation Non, sur mais Châteauroux, on s'est méfie-toi. éclaté là-bas, mais jamais autant de liberté. Mais je me souviens que Quentin, quand il faisait les programmations pour les salles, en tout cas avec les salles, soi-disant, je me suis dit, tiens, Quentin, il connaît rien à la réalité d'une salle, quoi. C'est monstrueux ce qu'il fait. Et en fait, fallait s'approprier cette matière-là. Lui, il était là, donc c'était déjà aussi un travail qui excédait, on va dire, l'équipe d'une salle. Toutes les salles qui sont représentées autour de cette table, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elles ne travaillent pas seules, quoi. Dominique va travailler même avec ses collègues. Il a la chance d'avoir un lieu comme ça qui permet de se dire tiens, je fais une programmation de ça. Est-ce que toi, tu veux avoir un truc, je sais pas, en spectacle vivant, en danse contemporaine, en expo. Donc les critères sont énormes et la narration ou le scénario ou peut-être oui, l'histoire quand même peut rentrer en ligne de compte. C'est-à-dire que si au mois de novembre tu vas mettre un film, je sais pas, de massacre ou de génocide, etc. C'est pas forcément la meilleure idée que tu peux avoir. Tu veux dire qu'il y a des saisons plus favorables au génocide que d'autres. Voilà, ouais, en termes de programmation. En revanche, le 31 octobre, tu peux tout à fait te dire, tiens, je vais faire une soirée un peu gore, parce que tu sais que tu peux potentiellement intéresser un public, voire plus jeune, ce qui permet de baisser la moyenne d'âge de 70 ans de ta salle, et ce qui est pas négligeable parfois, quoi. On n'est quand même pas n'importe quand. On a vécu toute cette période de Covid et des fermetures des lieux culturels, dont on sait que le cinéma en salle a eu beaucoup de mal à se remettre. Et on entend beaucoup maintenant, ça y est, on est revenu à des chiffres d'avant, Covid, tout va bien, machin. Bon, la réalité, c'est que c'est quelques films et blockbusters qui sont pas forcément ceux d'ailleurs qu'on diffuse dans nos salles, en tout cas celles et ceux qui sont présents et présentes aujourd'hui. On a beaucoup parlé de la prise de risque du côté des auteurs, des autrices ou du côté des programmateurs et programmatrices. On n'en a pas parlé pour les publics. Et moi, j'ai le sentiment qu'il y a quand même de moins en moins de prise de risque du côté des publics et que beaucoup vont voir un peu, enfin, c'est presque comme s'ils allaient voir ce à quoi ils s'attendaient, qui était déjà un phénomène en cours avant le Covid, mais qui, comme beaucoup de choses, ça l'a accéléré, ça l'a pas créé, mais ça l'a accéléré. C'est cette très très grande différence qu'il y a entre des films qui marchent bien dans nos salles et les autres. C'est-à-dire que très vite, c'est soit il y a un film qui marche, enfin, on va être assez content, et à côté de ça, moi, il y a des films où je fais des séances à 0 spectateur, ce qui ne m'arrivait jamais avant. Mais vraiment, il faut le dire, parce que souvent, les exploitants, les exploitantes n'osent pas parler de ça. Et je le fais pas sous le ton de la plainte. Et je vois bien que très souvent, c'est des films un peu qui sont dans leur forme déjà les plus singuliers, risqués, qui ont de plus en plus de mal, je trouve, à trouver leur public. Et c'est là où peut-être la question de l'histoire, du scénario, où j'ai l'impression que des gens vont quand même vers des formes plus encadrées. Je généralise, évidemment, on peut trouver des tas d'exceptions. Y compris dans les circuits RSA, du coup. Ah oui, moi je parle que de ça. Je trouve qu'il y a des formes souvent les plus originales ont de plus en plus de mal à trouver leur public. Moi, je suis pas tout à fait d'accord avec ça et j'ai plutôt l'impression qu'il y a aussi des gens qui vont chercher des choses sur lesquelles je m'étonne chaque jour en regardant des fois les chiffres en me disant mais... Ah, il y a quand même 11 personnes qui se sont dit tiens, à midi, je vais aller voir Jeanne Dillman en pleine semaine, ou 60 pour une rencontre. T'as eu des nouvelles de ces 11 personnes ou pas? Non, mais vraiment, des fois, il y a justement l'effet inverse aussi qui se produit. Là où les publics, et notamment les plus jeunes, à mon sens, j'ai l'impression, sont beaucoup plus ouverts. C'est sur justement des films de patrimoine, et notamment de matrimoine, où je trouve que là, ils vont découvrir mais des choses dingues, quoi, Ouais, qu'ils auraient, je suis d'accord. dont ils n'ont pas entendu parler. Voilà. J'ai peut-être le sentiment aussi que, notamment chez les plus jeunes, la salle est moins prescriptrice qu'avant. Et donc, comme ils ont d'autres canaux d'information, il y a vraiment des groupes, des geeks sur un certain genre cinématographique. Et donc, quand on fait ces propositions-là,
Et bien on se rend compte qu'en fait ça marche super bien avec des publics qui n'ont pas du tout l'habitude de venir dans ces salles-là. Effectivement, d'une façon générale, le public prend de moins en moins de risques parce que il y a une telle profusion de propositions. Ça crée une concentration du public qui va essayer de se rassurer sur cette industrie du prototype qui est je vais passer 2 heures plus les transports, plus il faut que je m'organise parce que j'ai les enfants, j'en sais rien. Et donc ce risque-là, en fait, ils le prennent beaucoup moins qu'avant. Parce qu'ils ont aussi le sentiment qu'il faut remplir toutes les cases. Donc maintenant, il faut être productif surtout, même sur ses loisirs. C'est intéressant ça. Et donc, ça m'étonne pas en fait que des jeunes aient l'air de s'intéresser de plus en plus à des films particuliers, parce qu'en fait, ils sont juste allés chercher d'autres prescripteurs. C'est pas qu'ils sont plus curieux, c'est qu'ils ont des canaux d'information qui sont pas ceux auxquels notre génération est habituée. Et donc, en fait, eux aussi, ils ont pas pris tellement de risques. Il y a déjà d'autres personnes qui leur ont dit que c'était super, etc. Mais sur le risque pur, on se base sur l'affiche, on regarde les pitchs, on va au pif et on voit ce qui vient. C'est plus une pratique. Quasiment personne fait ça maintenant. Une grosse partie du travail des salles RSC, c'est ce qu'on appelle le public scolaire. Notamment le dispositif scolaire qui s'appelle lycéens et apprentis au cinéma, c'est donc des films programmés pour des profs qui choisissent une pratique autour du cinéma, quel que soit leur enseignement de matière. Il y a les profs de français, de maths, d'histoire, de n'importe quoi, mais qui peuvent choisir de participer à ce dispositif et auquel cas ils doivent emmener voir leurs élèves 3 films, au moins dans l'année. Et alors faut toujours se méfier un peu du sentiment du c'était mieux avant, mais on entend de plus en plus. Beaucoup de raisons poussent, j'ai l'impression, à ce qu'il y ait des films qui soient notamment recentrés sur le sujet. Ça devient vraiment central et pas tellement sur l'aventure, la découverte. Et d'ailleurs, il y a des différences entre les régions. Est-ce qu'il y a plus de financement dans telle région qui permet du coup une meilleure formation pour les enseignants, par exemple? Je sais qu'en Île-de-France, on a la possibilité de faire vraiment des formations sur tous les films et c'est hyper important. Un prof formé sur un film peut s'aventurer avec ses élèves sur un film parfois. Et quand il n'y a pas d'argent et donc pas de formation pour les enseignants, évidemment, il est un peu plus simple. Donc il faut faire attention, par exemple, à ce qu'il n'y ait pas de nus, parce qu'on montre plus de nus à des lycéens et des lycéennes, parce que évidemment, on appréhende éventuellement les parents, les retours. Je pense que ça, c'est une vraie question aussi. C'est la question aujourd'hui de l'autocensure en tant que programmateur. Mais pour répondre à Quentin, effectivement, moi je me souviens que il y a 24 ans, ça fait un peu vieux con, mais on n'avait pas ce type de souci avec les enseignants ni les adolescents. Alors, les parents encore moins. C'est-à-dire qu'à l'époque, les parents, ils intervenaient pas dans la scolarité de leurs gosses quasiment. Enfin, je veux dire, ils s'autorisaient pas à aller contester entre guillemets l'éducation nationale. Mais surtout, il y avait un soutien aussi de la part de la direction des établissements et catholiques également. Aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est que ce travail de dialogue en fait dans l'enceinte de la classe semble, moi quand j'étais à la CAB, donc c'était il y a pas très longtemps, beaucoup plus compliqué à mener par des enseignants qui se sentent assez démunis. Parce qu'on a beau dire, oui, la commission lycéen au cinéma va aller sur des films lisses, entre guillemets, mais de toute manière, c'est pas évident. C'est vrai qu'on a, ces dernières années, depuis 10 ans à peu près, de plus en plus, nous, à faire des retours parfois très étonnants et surprenants. C'est vrai pour le cinéma, mais c'était vrai pour nous aussi pour le spectacle vivant. Les choses en plus vont très vite. On a eu un spectacle où juste qui se terminait par des danseuses et danseurs qui montraient leurs fesses, mais dans un spectacle très drôle, etc. Et ça a pris des proportions hallucinantes par des réseaux sociaux venant de parents qui n'étaient pas là, qui n'avaient pas vu le spectacle et nous traitant de pédophiles. Non, mais c'était vite parti comme ça. Quand j'ai décidé de ne pas programmer J'accuse de Roman Polanski pour des raisons qu'on connaît et après débat en interne au sein de l'équipe, qui, y compris moi, m'avait fait évoluer dans ma position de programmateur, j'ai reçu, alors là c'était pas les réseaux sociaux, ce qui montrait un peu des questions de génération, c'était des courriers écrits à la main où j'étais traité d'antisémite parce que je passais pas le film de Polanski. Bon, je l'aurais passé, j'aurais peut-être été traité de complice de la culture du viol. On est aussi dans un moment, on peut le tourner d'abord positivement, parce qu'il y a aussi des exigences, il y a des remarques et qui sont légitimes, qu'elles arrivent aussi maintenant. Ça repositionne aussi l'importance de nos rôles de programmateurs et de programmatrices, et ça permet d'en faire la pédagogie auprès des publics. Et c'est comme ça qu'on l'a fini très positivement. Par exemple, cette histoire du fait qu'on a refusé de programmer J'accuse. On a reçu les différents spectateurs et spectatrices qui nous avaient même fait des pétitions, etc., etc. Et c'était au final une discussion. Alors déjà, quand on voit les gens, en règle générale, ils sont moins virulents face à vous que par courrier ou encore plus par réseaux sociaux. Vraiment, la discussion est vite arrivée sur finalement ce qu'on fait là aujourd'hui, c'est-à-dire parler de quels sont nos choix, pourquoi on les fait, pourquoi ceci, pas cela, etc. Et c'était au final hyper intéressant. Okay. Et la question de la formation, elle est hyper importante. Et Luigi est en charge de la formation continue à la FEMIS. Mais d'une certaine façon, quand on est exploitante, on est un
peu en charge de formation de nos publics. Et je dis ça vraiment avec beaucoup de modestie, hein. Pas du tout en me situant comme un sachant. En tant que lieu culturel, on n'est pas du tout des sanctuaires. Et au contraire, on est dans et au cœur de la société et que les mouvements qui la traversent, ils nous traversent aussi. Et des deux côtés, c'est pourquoi vous programmez pas J'accuse ou pourquoi vous programmez Jeanne du Barry. Moi, j'ai eu affaire aux deux et c'est hyper intéressant. Par contre, le dialogue que ça engage avec les publics et notamment les paradoxes qu'on peut aussi rencontrer partout. Y compris en programmation. Tout un chacun, quoi. Ouais. Ok. Sur le public scolaire, c'est que j'ai le sentiment que pour le coup, on réduit un peu les films choisis à leur scénario, c'est-à-dire à leur sujet, à leur thème. C'est pas que des mauvais films du tout. On bosse tous hyper bien parce que même avec un film pas terrible, on peut quand même organiser une rencontre passionnante ou je ne sais quoi. Il y a un rapport utilitariste au film, c'est-à-dire qu'il faut que le film soit lié à telle partie du programme, d'histoire ou de langue, et qu'on l'aborde peut-être pas dans le cadre des dispositifs d'éducation à l'image ou au cinéma, mais en tout cas en dehors de ces dispositifs, on l'aborde moins comme écriture singulière, quoi. Ouais. Donc c'est vrai qu'il y a la question, on y revient, la question du sujet qui est un peu prégnante. On va emmener plein d'élèves voir Tirailleurs et c'est pas à nouveau des critiques ou des jugements sur les films, mais je trouve qu'il serait intéressant de montrer Grand Paris de Martin Jova et des lycéens et c'est forcément plus compliqué. La relation avec le public, elle est toujours complexe. Il faut pas oublier que nous, on est là pour proposer. Nous, on n'a plus de pouvoir sur les films, entre guillemets, si ce n'est de faire en sorte qu'ils rencontrent leur public. Et à notre petite échelle, locale, avec le public qu'on a. Et tant mieux, parce que c'est aussi ça. Heureusement qu'on n'ait pas ce pouvoir-là aussi sur les films. Même s'il y en a qui décident qui va toucher de l'argent ou pas dans les commissions. Et le public, pour moi, il doit être aussi comme ça. Ce qui m'agace souvent, c'est que quand on nous fait des propositions pour des films à débat, parce qu'on est encore sur le sujet, etc., c'est aussi quand je reçois 50 000 mails de spectateurs qui voudraient qu'on passe tel et tel film, etc. Et moi, je veux écouter ce que le public a à dire, mais je pense que le public doit rester à sa place aussi. Okay. C'est-à-dire que nous, on fait une proposition et lui, il adhère ou il adhère pas. Le but, c'est pas d'avoir tout le monde. Il y aura plein d'autres canaux de diffusion, d'autres rencontres, et j'invite tous les spectateurs à fréquenter plusieurs salles en même temps. Mais mon but à moi, c'est pas de faire plaisir à tout le monde, parce que la demande, c'est toujours une demande de sécurité. On en revient aux rassurants, aux œuvres qui n'ont pas cette unicité. C'est rassurant. Il faut pas perdre son temps. Il faut que ce soit productif. Il faut que ça rentre dans telle case, etc. J'ai toujours peur de ça. Dans la salle où je travaille, je fais des propositions et après on discute avec l'équipe. Mon chef, il me demande d'ouvrir mes chakras. Je prendrais des films trop arty à ses goûts. Mais parce qu'on est sur le mono-écran d'une grande ville. La question n'est pas de faire plusieurs propositions en se disant ça va faire plaisir aux uns et aux autres, etc. C'est dire il faut quand même que j'ai une diversité de propositions. Ça veut dire aussi en termes de durée, on passe du court, du long, en termes de genre, du documentaire qui n'est pas forcément censé être à débat et ça reste des documentaires de cinéma pour lesquels on va peut-être faire des rendez-vous. C'est peut-être là-dedans où on va décider que tel film va plutôt rentrer là-dedans, etc. C'est rassurant sur la case mais pas sur le côté sujet, donc on trouve d'autres façons d'amener le public. D'autres façons de donner de la lisibilité au public, parce que c'est aussi ça qui fait que le public, à mon sens, va se concentrer sur certaines œuvres, c'est qu'il ne comprend plus rien. Il sait plus ce qu'il doit voir, si c'est bien, si c'est pas bien. Et en fait, il a pas besoin de savoir si c'est bien ou c'est pas bien. Il faut qu'il prenne le risque aussi. Un peu comme la vie. C'est-à-dire qu'il faut pas marcher toujours sur des sentiers balisés, sinon on va se faire chier jusqu'au bout. Justement, je vais rester sur le public. Quelles sont les remarques que le public en particulier vous remonte le plus souvent au sujet des films et surtout des scénarios des films que vous programmez? Alors on peut thématiser, pourquoi pas les scénarios de films français ou de films étrangers. En tout cas, dans les discussions qu'il peut y avoir avec les cinéastes dont on parlait au tout début, il y a quand même toujours la question du lien avec l'histoire personnelle de l'artiste et ses résonances peut-être avec son histoire à elle ou à lui. Ouais. Et puis, je crois qu'il y a une chose qui reste mystérieuse à plein de gens qui traversent pas ces moments-là. C'est comment il y a autant de phases de réécriture quand c'est expliqué en public, effectivement, combien de temps ça prend de développer un scénario, à quel moment on écrit, et ça veut dire quoi en fait écrire sur 3-4 ans un scénario. Ça, je pense que ça reste assez mystérieux, et donc du coup c'est souvent interrogé aussi sur le processus en fait. Moi j'ai pas de relation directement avec le public, mais j'ai un peu de public à la maison, disons ado. En plus tu leur fais payer à l'entrée, je crois. Ouais. Je leur fais payer. On regarde un film tous les soirs, ils payent. À un moment donné, on a beaucoup dit les films français sont chiants. Bon. Alors c'est aussi une question d'âge. Tous à l'adolescence, on avait une. Mais c'était comment se fait-il qu'en France on ne sache pas faire du cinéma d'action? En fait, c'est tout de suite des trucs de couple où on fume des clopes pendant des heures et des heures. Alors, mais ça c'est ceux que tu regardes chez toi, parce que quand même, parce qu'il y en a quand même dans le cinéma français. Non. De toute façon, ils ne regardent plus. Souvent, ils me disaient mais c'est pas cohérent ou c'est pas vraisemblable. Et justement,
dans les films entre guillemets un peu plus de genre ou un peu plus lyrique ou qui avaient quelquefois plus de moyens, etc., souvent on tombait dans ce type d'observation qui était mais c'est pas vraisemblable. Et alors la question du vraisemblable au cinéma, c'est quand même une vaste question à laquelle moi je n'ai aucune réponse puisque je ne suis pas scénariste, mais c'était cette remarque-là. On est tous et toutes assez présents, même physiquement, dans nos salles. Donc il y a aussi quelque chose qui est peut-être assez particulier. Parce qu'il faut quand même dire qu'on n'est pas forcément représentatif ou représentative de toute cette profession. Le métier d'exploitant est très divers. Il faut quand même rappeler qu'au dernier congrès des exploitants qui rassemble à peu près tout type d'exploitation en France, donc à Deauville en septembre, on était encore dans ces grands moments de fréquentation très basse, etc. Une grande partie des gens qui étaient présents ce jour-là, ce qui ne veut pas dire de la profession, mais étaient là, oh, il faut que le cinéma français fasse, enfin genre vive les Trois Mousquetaires, vive Danny Boone, il faut faire des grosses productions pour refaire venir les gens en salle, arrêter avec vos petits films chiants qui ne concernent personne, etc. C'est quand même ça qui s'était exprimé majoritairement à ce moment-là. Donc plutôt un truc qui était une défiance. La fameuse reconquête de la une du film oui, français. Mais voilà, et c'était exactement ça. Donc une sorte de défiance du cinéma d'auteur, même s'il faudrait nuancer un peu ça, parce que pour le coup, j'avais été assez heureusement surpris par Les Trois Mousquetaires. Enfin, c'est vrai que c'est quand même pas des films qui reposent sur une prise de risque et de l'adaptation. C'est-à-dire qu'en fait, le cinéma en France, quand on regarde les programmes à venir d'un certain nombre de gros producteurs et distributeurs, l'impression que c'est le Lagarde des Michards, quoi. C'est-à-dire qu'il faut adapter les grands classiques, les Balzac, Zola, Hugo, Dumas et machin. Il y a cette espèce de truc-là, qui est quand même pas ce que nous on fait tellement dans nos salles. Et c'est quand même quelque chose qui est venu d'une grande partie de notre profession. On est dans la même profession, mais on fait pas le même métier. Et pour revenir à ce que je voulais dire, c'est qu'on est quand même assez identifié généralement par les publics qui fréquentent nos salles dans la façon dont on exerce nos métiers. Donc ils savent aussi qui interpeller, entre guillemets, soit pour dire du bien, soit pour critiquer quelque chose. Et ça, c'est important. Parce que vous êtes ceux de l'industrie entière en interface avec le public. C'est quand même la particularité de votre métier, c'est que vous êtes sur la bout de chaîne. C'est pour ça d'où ma question. Mais par contre, là où je suis parfois un peu gêné, quand des spectateurs ou spectatrices me croisent, parfois il y en a certains qui veulent que je leur donne un peu le sens de certains films. Comme s'il fallait... Et je m'en souviens, j'ai eu cette discussion avec Mathieu Amalric qui me parlait de l'accompagnement qu'il avait fait en salle de son dernier film comme réalisateur, Serre-moi fort. Il a accompagné son film à plein d'endroits dans le monde, etc. Il me disait la différence aussi de réception selon les pays. Il y a un certain nombre de pays, notamment asiatiques, où ne se posaient pas du tout les mêmes questions, les mêmes réactions, parce que le rapport aux fantômes, le rapport au deuil, etc. est très différent. Et en France, il me disait, il y a des gens qui pensant me faire un compliment à la fin d'une rencontre, quand il venait accompagner son film, il me disait, ah bah, je suis content que vous soyez venu, comme ça j'ai pu comprendre mieux le film. Il dit, mais non, mais c'est comme s'il y a des gens qui ne se donnaient pas la légitimité, ne s'autorisaient pas, soit un moment à ne pas forcément savoir, être dans un flou, un trouble, ou à se dire il faut qu'on m'explique. L'opacité, oui. Et qu'à un moment, parfois, moi je suis considéré comme ça parce que c'est celui qui programme sur place, qui me dit ah bah justement, tiens, alors tel film, vous allez m'expliquer. Alors des discussions sur Pacifiction avec des gens qui m'ont accosté en m'engueulant mais c'est quoi ce truc et qui en fait sont partis au bout d'une heure, donc déjà on a le droit de pas aimer, mais enfin si on reste pas sur la durée, à chaque fois ça j'essaie de le casser, ce truc de dire que ce soit quand on reçoit un cinéaste ou nous-mêmes, on n'est pas là pour dire ce qu'il faut penser, c'est plutôt d'amener les gens à s'autoriser à le faire, quoi. Mais l'inverse est vrai également. J'ai toujours cherché, et Quentin peut en témoigner, à faire que des invités viennent aussi sur des films grand public. Gastambide, voilà, j'ai fait Pattaya et puis son précédent. Alors Pattaya, je te l'accorde, j'ai poussé un peu loin, mais pour qu'il y ait une vraie discussion aussi, très grand film. Pour ne pas sous-considérer ou je l'ai même fait aussi sur des comics qui étaient vachement intéressants, enfin des films, on va dire, très grand public, parce que c'est tout aussi important, parce qu'on parle d'un lieu qui est le leur. J'estime que quand je suis subventionné, enfin en l'occurrence là, on était archi subventionné par la ville, tant qu'à faire, autant essayer de faire que les personnes comprennent mieux aussi comment se construit un film. C'est pas forcément aller chercher le sens qu'il y a derrière Pattaya, mais c'était au moins de rencontrer des cinéastes, notamment un Gastambide qui a un parcours tout à fait intéressant, etc. Et ça pouvait de temps en temps faire qu'ils se trompent de salle et qu'ils aillent voir le Pacifiction, par exemple. Alors, il y a un grand écart entre les deux, mais n'empêche que c'est extrêmement important de pas faire la soirée sur le film genre soutenu par le GNCR et sponsorisé par Xanax, quoi. C'est la question parfois des cadres de programmation qu'on pose. Quand j'avais fait il y a un an à peu près une nuit sur l'humour noir, on finissait la nuit au petit matin par Barbac de Fabrice Eboué, qui est un film que j'aimais beaucoup, qui m'avait vraiment fait marrer quand le film était sorti. Mais je sais très bien que si j'avais programmé comme ça à la sortie, j'aurais eu personne. Parce que soit le public qui peut-être aurait voulu aller voir n'aurait pas pensé à vérifier s'il passait à la ferme du Buisson, et un public plus habitué de la ferme du Buisson aurait peut-être considéré ça avec un peu mépris ou voilà. Et dans la nuit, il y avait beaucoup de monde, ça a cartonné, plein de gens après me disaient mais c'était super ça, et je suis sûr que les mêmes ne seraient pas venus le voir autrement. Donc parfois c'est de trouver aussi le bon
Alors on peut pas le faire sur tout le temps, mais chacune ici, je pense qu'on a des rendez-vous, comme ça on peut se dire tiens ça peut être le bon endroit. Tu as parlé aussi tout à l'heure de la violence, en fait, du nombre de films qui arrivent toutes les semaines. Il y a moins de temps pour le bouche à oreille. Et donc, est-ce que le fait qu'un scénario, entre guillemets, soit bon, a de l'importance ou non? Moi, je programme à partir de la 3e, 4e semaine, donc je compte beaucoup sur le bouche à oreille. Ah, ok. Mais quand je dirigeais les cinémas Lumière, c'était pas moi qui faisais la prog. Donc on faisait beaucoup de sorties nationales. Et en fait, on se rendait compte que effectivement les bons films tiennent tout simplement en fait. Donc le bouche à oreille, je pense qu'il a encore beaucoup son importance. Y compris aujourd'hui. Ouais. Alors nous, c'était un peu particulier quand je travaillais dans les cinémas Lumière parce que je dirigeais 3 établissements. Il y avait l'hétéro où c'était les films un peu plus arrêts, Ce sont des cinémas à Lyon. Oui, pardon, cinéma à cinéma Lyon. important, historique à Lyon. L'ancien CNP. Il y avait le Bellecour qui était une salle pour le coup très recherche qu'on a laissé telle quelle en fait, parce que vraiment la salle était très identifiée telle quelle et le public qui venait là venait spécifiquement pour ces films-là. Et ensuite il y avait la Fourmi. Je veux dire franchement, c'est la salle la plus rentable des 3. Alors qu'elle faisait 43 places et 63 places. Pour une raison simple, c'est que déjà on était les seuls à regarder ces films. Des films, on avait en 8e, 9e, 10e semaine. Et ça continuait en fait à fonctionner parce que quand les films sont bons, on avait fait notre travail, on avait fait les sorties. Voilà, on pouvait faire des propositions particulières, plutôt festival, etc., qui était vraiment la salle que moi je gérais le plus. Et puis après, la Fourmi, en fait, ça continuait. Donc il y a ceux qui attendent que ça passe dans la salle, qui font confiance à la salle. Ils savent très bien que le film va sortir ailleurs et ils vont attendre en fait que ça passe là. Donc il y a la confiance du programmateur, comme tu le disais, quand la salle est incarnée, le public est fidèle. Moi, je le voyais à la Fourmi. Moi, je suis pour peut-être moins de films dans les salles. Ça, c'est très dur. Je pense que je vais me faire taper sur le doigt. On n'arrête pas de nous dire qu'effectivement, il faut que la salle apporte ce que n'apportent pas les plateformes. Sauf qu'à un moment, on va nous demander de faire de l'événementiel H24. Et on va pas pouvoir porter tous les films, c'est pas vrai. Ce qui est intéressant dans nos lieux comme ils fonctionnent, c'est qu'on programme pas très longtemps à l'avance, nous, contrairement à plein d'autres lieux culturels. Et donc, on a quand même des sortes d'espaces qui permettent vraiment de répondre parfois à des enjeux qui se posent soudainement dans la société ça peut être sur un sujet, mais ça peut être sur une préoccupation. Je sais pas pourquoi le bouche à oreille m'amène à penser ça, mais parce que c'est aussi du bouche à oreille de la société qui remonte dans la salle, peut-être à l'envers. Mais je trouve qu'il y a une circulation comme ça qui se fait. Au moment où on enregistre cette émission, je passe le film de Donzelli, L'amour et les forêts. Il se trouve que cette semaine, c'est le film qui a attiré le plus de monde dans la salle dont je m'occupe. Majoritairement, les gens sortent à la fois un peu mutiques, mais quand même positivement touchés par le film. Je pense que peut-être même inconsciemment, s'il conseille à d'autres personnes de venir, c'est pas juste par son scénario, c'est aussi certainement par sa mise en scène, par son incarnation, par plein de choses à la fois. Donc, alors qu'à contrario, quand j'ai passé Jeanne du Barry, très clairement, des retours, et même sur une petite durée, parce que c'est vrai que je garde pas les films plus que 3 semaines d'affilée, ce qui est finalement pas beaucoup. Et encore, certains films qu'une semaine, d'autres 2, 3. J'ai bien vu l'évolution de la fréquentation, où je pense qu'effectivement, il y avait plutôt là un bouche à oreille pas très positif. Au-delà de la personnalité ou pas des gens qui incarnaient le film, mais est-ce que ce qui a été positivement colporté ou négativement colporté concernait majoritairement la question de l'histoire ? Parce qu'à nouveau, je pense que les publics parlent plus d'histoire que de scénario, alors que c'est pas la même chose. Le scénario, c'est plus le récit que l'histoire elle-même. J'avoue que j'interroge peu les gens en disant qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le film ou au contraire, qu'est-ce qui vous a le plus agacé. Peut-être, moi je pensais aussi à un film qui est sorti très récemment, qui est La Dernière Reine. J'ai vraiment énormément aimé ce film. C'est un film qui dit une histoire qu'on n'a jamais vue à l'écran. Moi, je trouve qu'on le voyait aussi se mettre en place dans la salle, ce bouche à oreille-là, en voyant les publics qui venaient, qui étaient vraiment des gens qu'on voit pas d'habitude, etc. Et ça, c'est tout de suite un signe très positif. Si vous aviez un mot à faire passer aux scénaristes qui nous écoutent, quel serait ce mot, quel serait ce message ? En précisant que c'est pas forcément une demande. Moi, ce serait une demande finalement. Si, venez dans les salles, en fait, on va vous inviter. C'était idiot de pas l'avoir fait avant. Merci pour le podcast, c'est une bonne idée. C'est effectivement un moment là, cet après-midi, qui moi me donne envie de m'engager dans un autre type de travail avec les scénaristes et de leur donner de la place aussi et de la visibilité. Oui, pareil. Les autres ? Rester le moins soumis possible au sujet qui donne souvent des films très lisses au final. Il y a une prise de conscience depuis quelques années, maintenant 5 ans, autour de ce métier. Il y a eu des études et tout proposées par le CNC qui ont été faites sur l'invisibilité des scénaristes. En France, on a 10 scénaristes qui mangent et le reste qui essayent de manger. Ouais, non mais c'est un peu ça. Dans le cinéma en particulier, oui. Ouais, dans le cinéma. Et j'espère que la porte de sortie ne sera pas uniquement celle de la série. Moi, j'ai rien contre la série, mais ça me fatigue en général assez vite. À part quand c'est David Lynch ou David Simon. Voilà, moi, ce que j'ai envie, c'est qu'ils arrivent professionnellement à vivre de ce qu'ils font
Ce qu'on a pu dire, oui, le cinéma français, il a un petit peu nani nania. C'est pas qu'une question de production, c'est aussi est-ce que les scénaristes, on leur donne un cadre, une liberté suffisante pour pouvoir développer la structure de leurs histoires au travers d'un scénario, qu'on les écoute surtout quand ils prennent des risques. Ce que nous intéresse, c'est la création et il faut qu'ils soient aussi accompagnés. Ça rejoint ce que disait Justine Triet dans son propos à Cannes, qu'a pas compris la ministre. Merci à tous pour vos réponses. Merci. Les cinémas et le scénario, c'est terminé. Merci encore à Élise, Sylvia, Dominique, Quentin et Luigi pour leur participation, en particulier à Luigi pour son aide dans l'organisation de l'épisode. Et bien sûr, merci à vous pour votre écoute. Abonnez-vous au podcast pour ne manquer aucun épisode, partagez-le autour de vous s'il vous a plu et pour le soutenir, je vous invite à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify s'il vous plaît. Et le scénario est une émission proposée et montée par moi-même qui vous donne rendez-vous dans 4 semaines pour le prochain numéro. D'ici là, n'oublions pas, le scénario n'est pas une œuvre d'art mais une invitation à collaborer sur une œuvre d'art. Paul Schrader. À bientôt.